Je voudrais quand même dire ce qui se passe dans cette école où je suis allé, parce que c'est important. Et puis vous le voyez, on respecte déjà ici les gestes barrières et l'ensemble des mesures, donc c'est significatif. Si je suis ici, c'est parce que se développe ici dans cette ville de Montataire le dispositif École ouverte, comme dans tout le reste de la France. Et l'objectif, c'était d'accueillir tout simplement des élèves pendant les vacances, dans le cadre de ce que nous avons appelé les vacances apprenantes. Donc les vacances apprenantes, c'était à la fois les colonies de vacances, mais c'était aussi ce qu'on appelle l'école ouverte, autrement dit des écoles qui restent ouvertes, mais ça pouvait être des collèges, parfois même des lycées professionnels. Et les élèves pouvaient venir tout simplement soit pour des activités ludiques, soit pour apprendre, soit un peu pour faire les deux à la fois, comme on le voit ici. Je suis très heureux de voir ce que j'ai vu ce matin, parce que grâce au travail des professeurs, grâce au travail de tous, on a ici des élèves qui à la fois s'amusent, et on est en vacances, c'est normal qu'ils s'épanouissent, qu'ils soient entre eux, qu'ils vivent bien, et en même temps, ils apprennent. Souvent, ils consolident des notions qui sont des notions qui relevaient de l'année scolaire qui vient de passer, et dont on sait qu'elle a été difficile du fait de la crise sanitaire. Et donc, ces enfants sont en train de bien se préparer pour la rentrée. On est en train de réussir à toucher au moins 300 000 enfants par ce dispositif. Et la semaine prochaine, on a ce qu'on appelle les stages de réussite éducative, qui sont pour des élèves, par exemple des élèves de CM2, qui vont passer en 6e dans quelques jours. Et il est bon de les consolider pour qu'ils rentrent dans l'année de façon réussie. Donc on a cette vision cohérente entre ce qui s'est passé l'année dernière, ce qui se passe pendant les vacances, et ce que nous préparons maintenant pour la rentrée. Et cette rentrée, il y a une dimension sanitaire, bien sûr, et puis il y a une dimension éducative. Donc s'agissant de la dimension sanitaire, pour répondre à votre question, les principes sont établis dans le protocole sanitaire que nous avons élaboré au mois de juillet, à la lumière de ce que nous disait le Haut Conseil à la santé publique, et ces préconisations que chacun peut consulter, qui sont sur le site internet du ministère, nous amènent à la fois à développer les gestes barrières, les mesures que maintenant nous connaissons bien, comme par exemple le brassage de l'air dans les classes, la présence du gel hydroalcoolique et du savon évidemment, le port du masque pour les élèves de plus de 11 ans, donc les collégiens et les lycéens, plus une série de mesures de détails qui sont dans le protocole. Ce que je vois dans une école comme celle-ci, c'est que ce que nous avons fait en mai et juin pour le déconfinement est utile aussi pour la préparation de la rentrée. Parce que maintenant, les habitudes sont prises. La directrice de l'école, les professeurs, la municipalité connaissent les enjeux, sont maintenant habitués. Donc tous les efforts que nous avons faits en mai et juin nous sont utiles aujourd'hui pour être plus efficaces au mois de septembre. Et puis ce que je vois aussi, c'est qu'on se prépare sur le plan éducatif, puisque ce que nous avons préparé, c'est à la fois de rattraper ce qui doit l'être, puisqu'il y a des élèves qui ont pu prendre des retards, pas tous. Il y a des élèves qui ont très bien bénéficié de l'enseignement à distance, d'autres moins. Donc il faut maintenant un peu remettre tout le monde à niveau, à la fois par le dispositif École ouverte, mais aussi par les dispositifs de rentrée, notamment des évaluations de début d'année qui permettent de voir où en est chaque élève et comment l'aider pour la suite. Et puis, il y a tout simplement l'enjeu éducatif d'avoir tous les élèves présents à la rentrée, et c'est ce que j'ai rappelé hier, c'est-à-dire nous voulons évidemment que l'éducation soit pour tous et qu'il n'y ait pas de renforcement des inégalités ou des difficultés scolaires du fait des circonstances sanitaires. Donc j'ai deux impératifs qui sont complémentaires, c'est protéger tous, les élèves et les adultes, mais aussi assurer l'éducation de tous, et c'est un point fondamental. C'est pourquoi la rentrée aura bien lieu comme prévu le 1er septembre. Vous avez dit qu'il y aurait des scénarios envisagés en fonction de l'évolution du Covid. Quels sont ces scénarios? Et aujourd'hui, on a déjà des zones en France qui sont en rouge. Pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Alors, c'est tout à fait juste de dire que nous devons travailler par scénario en fonction de situations qui peuvent être différentes d'un endroit à l'autre. Ça, c'est un point majeur. Autrement dit, il y a un socle pour tout le pays, les gestes barrières, le port du masque, les points que j'ai rappelés à l'instant. Et puis, il peut y avoir des accentuations de ces mesures au cas par cas. Dans le cas le plus extrême, la mesure, c'est fermer une école ou un établissement. Et donc déclencher un système d'enseignement à distance pur. Nous y sommes prêts, nous avons tous les éléments pour cela. Nous avons par exemple des centaines d'heures de cours qui sont enregistrées, là aussi sur la base de ce qu'on avait commencé à faire au cours des précédents mois. Je pense aux émissions qu'on avait enregistrées par exemple, ou au travail du CNED avec ce qu'on appelle ma classe à la maison. Donc dans le cas extrême, si on ferme, on est prêt pour ça. Il y a les cas intermédiaires qui sont le cas mixte où on serait obligé de recomposer des petits groupes complémentaires avec des petits groupes d'un côté et puis des personnes qui restent à la maison d'autre part. Au moment où je vous parle, ces deux hypothèses extrêmes ne se déclenchent pas. Ça pourrait arriver dans les semaines à venir en fonction de l'évolution épidémique. Malgré les zones rouges ?
Alors, il faut faire attention à ce qu'on appelle zone rouge aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est les zones de plus forte circulation du virus. Elles ne sont pas non plus arrivées à un point extrême, et nous devons aussi avoir une gestion de cela qui nous permette de contenir le développement du virus. C'est ce que nous expliquent les autorités sanitaires. Donc aujourd'hui, c'est surtout Paris et Marseille qui sont concernés par le sujet. Ça s'accompagne aussi d'une politique de test très attentive, c'est-à-dire dès qu'un élève ou un adulte a des symptômes, eh bien, être en situation immédiatement de déclencher avec l'Agence régionale de santé les tests, de façon ensuite à casser les chaînes de contamination. C'est une technique maintenant que l'on maîtrise bien, que les autorités de santé maîtrisent bien. Je citais l'exemple de la Mayenne où pendant l'été, il y a eu tout un travail qui a été fait qui a permis de contenir ce qui était un début de cluster important. Vous avez parlé d'établissements fermés. Concrètement, qu'est-ce que vous dites aux parents qui devront accueillir leurs enfants en fait, pendant que les établissements sont fermés? Qu'est-ce que vous leur dites? Comment ils vont devoir faire? Alors, ce que je leur dis, c'est d'abord que ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ça ne sert à rien de créer des inquiétudes qui n'existent pas. Par contre, il faut bien dire que nous sommes prêts au cas où ce serait nécessaire. Et lorsque cela arrivera, comme ça arrivera de façon ciblée, nous serons en situation de bien accompagner tout le monde, y compris les parents qui auraient des difficultés de garde d'enfants, les personnes qui auraient des difficultés de matériel informatique. Tous ces éléments-là seront préparés au cas par cas pour accompagner les familles. Encore une fois, l'approche ciblée est la clé d'une vision, je dirais, qualitative et personnalisée de ce qui arrive à chacun sur ces sujets. Hier soir, vous avez qualifié le masque pour les enfants de fourniture scolaire comme une autre. Ça ne plaît pas tellement aux fédérations de parents d'élèves, puisque le masque, ça représente un coût pour les familles dans ce contexte de crise économique et sociale. Est-ce qu'il ne va pas falloir à un moment songer à prendre en charge, en tout cas pour une partie des familles, ce coût du masque? Alors, s'agissant des enfants, comme je l'ai rappelé, on a augmenté de 100 € l'allocation de rentrée scolaire. Et c'est évidemment pour aider l'ensemble des familles de France, toutes, puisque 100 € de plus par enfant, c'est quand même une somme très importante, dans l'achat de fournitures, éventuellement l'achat de masques. En tout état de cause, s'il y avait vraiment des familles en grande difficulté, alors nous sommes en situation de fournir des masques aux élèves qui en ont le plus besoin. Mais je pense qu'aujourd'hui, je dirais même au-delà de l'enceinte scolaire, l'habitude de porter le masque doit être prise, y compris par les adolescents en particulier. Et donc il est normal d'avoir ça comme on a des vêtements, d'une certaine façon. Hein. Donc ça fait partie de l'équipement, notamment quand il s'agit de masques lavables, qui font partie en quelque sorte de la panoplie qu'on doit avoir tant que dure cette épidémie. Qu'est-ce que vous répondez à certains syndicats qui s'interrogent, et notamment sur les conditions dans lesquelles les enfants vont manger, par exemple à la cantine, qui pourrait être vecteur d'épidémie? Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors le protocole sanitaire prévoit chacune des dimensions de la vie scolaire, y compris des dimensions qui relèvent des compétences des collectivités locales. Donc on travaille avec les collectivités. Sur le sujet de la cantine, c'est le cas. Par exemple, dans l'école où nous nous trouvons, c'est la mairie qui a la responsabilité, mais avec des critères qui sont fixés nationalement et dont les grands principes sont d'avoir, là encore, des petits groupes, des petites cohortes, pour ne pas se retrouver trop nombreux au même moment, pour pouvoir respecter une distanciation physique. Mais l'impératif de faire fonctionner les cantines est fondamental. Comme sur chacun des points de la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous devons toujours raisonner pas seulement sur l'enjeu de l'épidémie, mais sur l'ensemble des enjeux. Par exemple, là, l'enjeu alimentaire, et donc l'enjeu social en réalité, puisqu'il est important que les enfants mangent bien, et que l'équilibre alimentaire existe pour eux. On a des enjeux de santé qui sont les enjeux Covid, mais qui sont aussi des enjeux au-delà de l'enjeu Covid. Et c'est cette vision d'ensemble que j'ai le devoir d'avoir pour l'intérêt des élèves. Est-ce que plus précisément pour Paris et les Bouches-du-Rhône, vous pouvez donner quelques détails sur les mesures éventuelles qui pourraient être prises? Alors, ces sujets sont travaillés, là encore, au cas par cas, parce que même à l'intérieur de Paris et des Bouches-du-Rhône, il peut y avoir des choses différentes. À ce stade, c'est surtout la limitation des brassages de classe qui est envisagée. Autrement dit, avoir des élèves qui restent dans leur classe avec les professeurs qui se déplacent dans la classe plutôt que l'inverse. Ça, c'est un point important dans les endroits où on a une contamination qui circule plus que d'autres. C'est pas facile de capter l'attention d'un élève avec le visage masqué. Est-ce qu'il y a des préconisations pour les professeurs? Comment aussi les rassurer Alors, c'est vrai que le port du masque peut être une contrainte quand on est professeur, tout simplement, et on le voit bien quand on doit parler devant plusieurs personnes, a fortiori pendant des heures consécutives. Ça n'est pas facile, de sorte que lorsqu'il y a une distanciation physique de plus de 2 mètres, et là on est dans des sujets aussi de bon sens, il est possible pour le professeur d'enlever son masque. C'est quelque chose qui est en quelque sorte possible. Notre recommandation, c'est le port du masque.
mais si ça gêne le cours et si cette distance importante de 2 mètres est respectée, alors cette possibilité existe. C'est une nouveauté, donc pour le professeur, si une distance de 2 mètres, on peut enlever le masque. Le masque, oui, tout à fait. Pas d'obligation pour les enseignants de maternelle, c'est aussi l'autre exception. Alors ça, c'est une exception qui est prévue depuis le début, qui est calée sur ce qui se passe pour les crèches. On considère que pour les enfants de 0 à 6 ans, donc crèche et maternelle, les intervenants peuvent être gênés parfois par le masque, et donc ça n'est pas pertinent. C'est en tout cas les recommandations qu'on a eues. Maintenant, donc, le port du masque par les adultes en maternelle est recommandé, mais n'est pas obligatoire. Et pour les enseignants qui ont une fragilité de santé incompatible ou pas très compatible avec l'épidémie actuelle, qu'est-ce qui se passe pour eux? Ils vont faire cours quand même? Dans quelles conditions? Alors, le sujet de la vulnérabilité se pose dans les mêmes termes pour tous les professionnels de France, dans le secteur privé, dans le secteur public, à l'éducation nationale comme dans l'ensemble du monde du travail. Et donc ce sont les mêmes critères qui s'appliquent. Autrement dit, il y a une nomenclature des éléments de vulnérabilité que l'on peut avoir. Et donc avec un certificat médical attestant de ce problème, on peut ne pas venir. Mais donc ça doit rester l'exception, ça n'est pas la règle. Une nouvelle question sur le port du masque et la gratuité. Concrètement, un collégien ou un lycéen qui se présenterait plusieurs jours sans masque, un masque lui serait fourni pour raisons économiques. Donc... Non, dès le début, un élève qui expliquerait que pour des raisons économiques, il ne peut pas avoir de masque, on regarderait avec cet élève et sa famille la réalité du problème et comment on peut lui en fournir un, bien sûr. Voilà. Nous vous remercions. Merci. C'est gentil à vous. Eh bien, c'est ce que je viens de dire, c'est la même réponse. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci pour votre coordination.